Apple propose actuellement une gamme impressionnante d'ordinateurs portables, puissants avec une énorme autonomie et surtout avec un niveau de finition inégalé. Malheureusement, en creusant un peu plus, on découvre certains pièges majeurs pour les débutants qu'il faut absolument connaître avant de faire son choix. Et aujourd'hui, je te présente mon guide d'achat pour choisir un MacBook. La première chose que tu dois absolument faire, c'est être certain d'avoir besoin d'un nouveau Mac. Je te recommande vraiment pas de changer pour avoir un peu plus de puissance ou avoir un peu plus de rapidité. Évidemment, si tu veux prendre un Mac, tu peux toujours aller sur le lien Amazon qui est juste en dessous, prendre la dernière machine à plus de 1500 € et comme ça, je touche ma commission de 5%. Sauf que c'est pas forcément bon pour ton portefeuille et c'est pas forcément bon d'un point de vue écologie, surtout si ta machine est encore capable de délivrer de bonnes performances. Ce que je te recommande de faire, c'est de vérifier si tu peux éventuellement nettoyer ta machine et vérifier s'il n'y a pas de malware ou de fichiers qui pourraient éventuellement le ralentir, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand tu as acheté ton Mac, il était super rapide au démarrage, il n'avait pas forcément de bugs avec les applications qui pouvaient planter ou quoi, et tu avais évidemment énormément de stockage disponible. Pour ça, ce que tu peux faire, c'est directement trier tes fichiers, le faire manuellement un par un et voir ce que tu n'utilises pas, ce que tu as en doublon et littéralement tout trier. Si tu veux, tu as aussi la version automatique avec des logiciels comme Washing Machine qui permet de nettoyer ton Mac et de vérifier si tu n'as pas des doublons ou des fichiers inutiles que tu n'utilises pas, histoire de trier ton Mac super rapidement. Et pour ce qui est des virus et éventuellement des malwares, tu as deux possibilités. Soit tu réinitialises ton Mac avec une sauvegarde bien évidemment au préalable et tu vois une fois qu'il est réinitialisé s'il est toujours aussi lent. Ou sinon, ce que tu peux faire pour éviter d'avoir à tout réinitialiser, c'est de prendre un antivirus. Je te laisse évidemment te documenter là-dessus, mais ce que je te recommande, c'est d'utiliser l'antivirus Intego qui, d'après beaucoup de sites comparatifs, disent que c'est le meilleur antivirus du marché. J'ai pu travailler avec eux, du coup j'ai des liens d'affiliation juste en bas avec des promotions, mais là je tiens à dire qu'ils ne savent pas du tout que je parle de leur service, c'est juste parce que c'est utile, c'est pratique et ça va avec la vidéo, du coup j'en profite pour vous en parler. Après évidemment, si tu as fait tout ça et que c'est toujours aussi lent, tu n'as pas payé pour rien parce que tu as toujours 30 jours de rétractation avec les logiciels comme cela, donc n'hésite pas à en prendre, que ce soit Intego ou un autre, pour vérifier si ta machine est vraiment bien ou si elle est vraiment endommagée, et ensuite de réinitialiser le forfait. Je dis ça, je dis rien. Mais pour les autres personnes qui ont besoin d'un nouveau Mac, il faut savoir que quand on va sur le site d'Apple, on a d'un côté les ordinateurs portables, donc les versions R et les versions Pro, et de l'autre côté les ordinateurs de bureau avec les iMac, les Mac Mini et les Mac Studio. Si tu veux un ordinateur de bureau, dis-le dans les commentaires et je te ferai une vidéo guide d'achat par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on parle exclusivement des MacBooks. Il faut donc faire un choix de catégorie entre les R et les Pro. Les R vont être moins puissants mais être beaucoup plus transportables parce qu'ils sont globalement plus légers et plus compacts. Ou au contraire, on va prendre les pros qui vont être moins légers, moins compacts, mais qui vont apporter plus de performance et surtout plus d'endurance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je parle d'endurance, je ne parle pas forcément d'autonomie, puisqu'elles sont très similaires sur tous les MacBooks, mais je parle bien de combien de temps la machine pourra supporter un travail qui demande beaucoup de ressources. Cas concret est le plus commun, avec un MacBook Air M1, M2 ou M3, on peut faire un peu d'édition sans aucun souci. Par contre, si c'est des éditions avec des gros fichiers, avec beaucoup d'effets, et surtout sur lesquels on va passer beaucoup de temps, la version R va systématiquement surchauffer et du coup délivrer moins de performance et du coup s'abîmer beaucoup plus rapidement qu'une version Pro. Finalement, la grosse différence entre les deux et ce qui justifie la différence de dimension et de poids, c'est le fait que les versions R n'ont pas de système de refroidissement actif, ce qui fait que les versions Pro sont beaucoup plus aptes à faire du travail sur de longues périodes. Au-delà de ça, les versions Pro vont avoir les puces M3 Pro et M3 Max qui sont bien plus puissantes que les puces M3 entre guillemets normales qu'on va retrouver sur les versions R, ce qui fait que si on a vraiment besoin de puissance, il faut forcément se diriger vers un MacBook Pro. Après, ça n'empêche que les MacBook Air soient d'excellents choix pour toutes les personnes qui veulent faire de la bureautique, voire de la bureautique très avancée, et même pour les personnes qui voudraient éventuellement avoir quelques projets de création ou même du gaming, à condition que ça soit sur de courtes durées et que ça ne soit pas la fonction principale de cet ordinateur. Personnellement, je compte acheter un MacBook Air prochainement parce qu'il me faut un ordinateur compact et transportable pour tous les voyages de presse que je dois faire. L'idée, c'est vraiment d'avoir un ordinateur que je peux emmener partout avec moi et qui me permet de corriger des montages ou des vidéos à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit, et surtout qui me permettent d'écrire mes vidéos n'importe quand, parce que c'est vrai que quand on a une version 16 pouces, on se retrouve toujours à devoir le trimballer. Donc quand on rentre dans l'avion par exemple, on est obligé de le mettre dans le sac et après de le ressortir. C'est une grosse machine, du coup ça va forcément déranger les gens à côté de nous, alors qu'au contraire un MacBook Air 13 pouces c'est pas forcément plus grand qu'un iPad, du coup c'est vraiment intéressant. Bref, une fois que tu sais quelle gamme est la meilleure pour toi entre
entre les R et les Pro, il faut que tu choisisses les dimensions. Sur la version R, on va avoir le droit à un écran 13 et 16 pouces, 15 pouces pardon, et sur les versions Pro, on va avoir le droit à un écran 14 et 16 pouces. L'idée pour moi et par rapport à mon utilisation, c'est qu'un écran de grande taille va apporter plus de confort. Du coup, peu importe où on se retrouve toujours avec un setup qui est convenable et agréable. Par exemple, si je vais à un café avec mon écran 16 pouces, je ressens pas forcément le manque de mon moniteur, alors que si je vais à un café avec mon écran de 13 pouces, je me retrouve vite limité avec la gestion des pages et tout ce que je dois avoir ouvert en continu. Mais il faut savoir que lorsqu'on part en voyage, et comme j'ai pu le dire juste avant, quand on a un ordinateur de 16 pouces qui fait 2 kg dans un sac à dos, non seulement ça prend toute la place dans notre sac à dos ou dans notre valise, et surtout on regrette un peu notre choix parce que c'est beaucoup plus lourd et beaucoup moins agréable. Du coup, Apple nous a fait un entre-deux avec la version R 15 pouces qui ne fait que 1,5 kg, mais qui prend malgré tout quand même pas mal de place. J'ai eu la chance de le tester et je suis juste tombé amoureux de cette machine, mais du coup ça montre bien l'importance de bien choisir sa machine et de savoir exactement ce qu'on va faire. Si on va beaucoup se déplacer, il faut évidemment essayer de favoriser une version R ou peut-être une version 14 pouces, mais si on veut l'utiliser comme un ordinateur fixe et qu'on va de temps en temps se déplacer dans un café, pourquoi pas prendre une version 16 ou 15 pouces. Donc maintenant que vous savez exactement quelle version prendre entre la R et la Pro et surtout quelle dimension d'écran choisir, il faut évidemment éviter de tomber sur le piège des options parce que Apple sait nous mettre dans le doute et nous donner envie d'avoir toujours la meilleure machine, la meilleure configuration. C'est quelque chose qui est génial parce qu'on a la possibilité de prendre une grosse machine, mais on peut parfois vite s'emballer dans les options et se retrouver avec quelque chose qui est bien trop cher ou trop puissant par rapport à ce qu'on va réellement en faire. Par exemple, supposons qu'on souhaite se prendre un MacBook Air 13 pouces à 1299 € avec la puce M3. La première chose qu'on voit, c'est qu'on peut avoir plus de cœur en GPU, donc plus de puissance graphique pour seulement 115 €. Et on voit aussi, si on descend un peu plus, qu'on a que 8 Go de RAM et qu'on peut éventuellement avoir le double pour seulement 230 € de plus. Du coup, pourquoi pas en profiter? Et c'est exactement la même chose pour le stockage. Franchement, c'est un ordinateur qu'on va garder au minimum 7 ans, donc pourquoi pas s'en priver? Je pense que vous l'avez compris, c'est comme ça qu'on se met à dépenser 1759 € au lieu de 1299 de base en littéralement 3 petits clics. C'est ce qu'on appelle une échelle de tarification. Ça existe beaucoup dans les voitures et notamment chez Porsche, qui est l'exemple parfait de l'automobile pour mettre des options et se retrouver avec une voiture qui vaut 2 fois le prix juste parce qu'on a pris plus d'options. Et avec Apple, c'est aussi le cas. On se retrouve vite à prendre quelques petites décisions qui vont faire énormément grimper le prix. Donc lorsque vous regardez toutes ces configurations, il faut se demander quelle est la meilleure affaire et quelle est l'option qu'on devrait réellement acheter par rapport à ce qu'on va en faire. Du coup, lorsqu'on choisit un MacBook, la première chose à faire, c'est de choisir la RAM, et la quantité de mémoire RAM est un aspect ultra important sur nos machines parce que les modèles de base sont livrés avec seulement 8 Go de RAM, ce qui peut sembler être peu, mais il ne faut surtout pas faire l'erreur de comparer ces 8 Go de RAM à ce qu'on connaît sur Windows parce que d'une part, c'est des RAM extrêmement rapides et d'une autre part, chez Apple, tout est fait en interne, ce qui permet de tirer le maximum de la mémoire à disposition. Et je pense que si vous faites de la bureautique avancée, les 8 Go de RAM suffisent largement, mais si tu pars sur de la création ou des logiciels très énergivores, il te faudra au minimum prendre les 16 Go. Par rapport aux performances, il est aussi vrai qu'Apple nous tente avec un peu plus de cœur en GPU ou littéralement de prendre une puce M3 Pro au lieu de la M3 ou une puce M3 Max au lieu de la M3 Pro. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles de base offrent des performances qui sont plus que décentes pour la plupart des tâches du quotidien et il est important de ne pas oublier ce que tu vas faire avec la machine. Du coup, si tu travailles dans des domaines comme la conception graphique, du montage vidéo ou du développement de logiciels, tu pourrais avoir besoin de plus de performance. Mais si tu ne fais que de la bureautique et de temps en temps quelques créations, ça ne sert à rien de partir sur une puce M3 Pro ou M3 Max. Ce que je te recommande de faire, c'est vraiment d'essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix parce que les configurations très haut de gamme avec des puces M3 Max ou juste M3 Pro te feront rapidement monter en prix. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est de voir le score sur des sites de benchmark de ta configuration actuelle, donc de ce que tu as comme ordinateur, et de comparer contre l'ordinateur que tu voudrais acheter. Donc ta configuration contre un M3, ta configuration contre un M3 Pro et ta configuration contre un M3 Max. Une fois que tu as les chiffres et que tu as comparé les différents modèles, tu pourras voir si tu as vraiment besoin d'un ordinateur 2 à 3 fois plus puissant ou si éventuellement une puce M3 qui t'apporte 50% de plus de performance pourrait éventuellement te suffire. Bref, c'est un excellent exercice à mettre en place pour être sûr de ne pas prendre une machine trop puissante par rapport à ce qu'on va faire avec l'ordinateur. Pour ce qui est du stockage, ça va évidemment dépendre de ta façon de travailler. Personnellement, j'utilise iCloud, Google Drive et un disque dur pour sauvegarder, stocker et partager mes fichiers, ce qui fait que par rapport à mon utilisation, 128 Go pourrait suffire. Si tu aimes avoir tout en interne sur ton ordinateur, je te recommande au minimum 256 Go parce qu'aujourd'hui, les fichiers sont de plus en plus lourds et on se retrouve à remplir notre Mac super rapidement. J'ai pris 256 Go sur ma version 16 pouces et je regrette absolument pas. Par contre, si j'avais pris 512 Go, ça aurait été trop par rapport à mon utilisation. Donc essaie de voir si tu comptes utiliser iCloud ou même Google Drive pour stocker des fichiers et pour pas tout avoir en interne. C'est quelque chose que je te recommande de faire déjà parce que ça apporte plus de sécurité, mais aussi parce que ça te permet de faire des économies sur ta machine. Bon voilà, je pense sincèrement qu'en suivant ces conseils, tu
pourras choisir le meilleur MacBook ou du moins celui qui te correspond le mieux tout en économisant de l'argent. N'hésite surtout pas à me dire quel Mac tu as décidé de prendre dans les commentaires et surtout si tu as réussi à récupérer les anciennes performances de ton Mac actuel avec des logiciels comme Intego ou d'autres que tu aurais pu éventuellement trouver. Ça m'intéresse vraiment de savoir si ça a marché pour vous. Je te mets en description les meilleures promos sur les Macs que j'ai trouvés sur Amazon. Du coup, n'hésite surtout pas à passer par ces liens-là, tu l'as compris. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était André Martin.